Bienvenue à tout le monde. Je vous laisse partager le live massivement pour que tout le monde puisse voir ce live et puis être informé. Donc, je vous présente Valérie Bugot qui est avec moi aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être présente, qui nous donne de son temps pour nous éclairer. Bonjour Julien et bonjour à tous. Bonjour Valérie. Je voulais juste, c'est pour ça que j'ai mis une petite bannière pour au moins ceux qui arrivent, ils puissent savoir qui vous êtes, Valérie. Donc, je vais le redire, hein, vous étiez donc docteur en droit, c'est ça, hein. Je crois que vous faisiez aussi beaucoup d'entretiens, d'informations et de vidéos, de conférences au niveau de la géopolitique. Je fais de la géopolitique juridique, ce qui est un peu rare comme domaine d'activité. En général, la géopolitique ne s'entend pas par rapport au droit. Or, justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que la meilleure grille de lecture géopolitique, c'est justement le droit et les évolutions juridiques et institutionnelles, à la fois dans les pays et au niveau international. D'accord. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire venir aujourd'hui. C'est vraiment que vous puissiez donner un œil éclairé à tous nos abonnés, à tous mes abonnés qui puissent savoir vraiment l'état actuel, qu'est-ce qui se passe en France et puis après dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe. Et aussi trouver après des pistes de solutions, d'alternatives, d'actions pour que tous puissent agir de là où il est et à son niveau, quoi. Parce que je trouve que en regardant les Français de ce que vous vivez, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de champs possibles. Les gens, ils ne savent pas trop quoi faire. Et je pense qu'une personne comme vous, qui puissiez les éclairer et puis après de trouver des solutions alternatives, je pense que c'est bien aussi, quoi. C'est ce qu'attendent les Français, à mon avis. Oui, parce qu'effectivement, avec tous les événements, les ordres, les contre-ordres, les lois totalement absconses, pour ne pas dire aberrantes, et de toute façon tout à fait maintenant en dehors de tout champ de la légalité traditionnelle et de la constitutionnalité et du respect de normes fondamentales. Étant donné qu'on s'est affranchi de tout ça, en réalité, les gens sont plongés dans une confusion encore plus violente que celle qui était due à la désinformation systématique quant à leur histoire, quant à leurs institutions et quant aux réalités des rapports de force qui se cachaient derrière une politique d'apparence. Donc déjà, la confusion était au départ, mais maintenant, elle est devenue beaucoup plus prégnante, c'est-à-dire que les gens sont un peu dans un état de sidération et de panique. Donc effectivement, pour être capable de réagir, il faut quand même avoir un esprit un peu plus froid, avoir compris son environnement pour pouvoir réagir de façon intelligente. Or, justement, tout est fait pour qu'on ne comprenne rien à notre environnement. Donc c'est vrai que votre remarque et puis votre action est tout à fait judicieuse. Ouais, c'est ça, parce que j'ai bien vu qu'en fait en France, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes même plus en démocratie. Il y a des gens qui votent au Parlement qui font croire qu'ils représentent les citoyens alors qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes ou leur parti politique. Et ils vous imposent de vous injecter à quelque chose d'expérimental en vous, de devoir avoir un pass pour aller manger alors qu'il n'y en a strictement pas besoin et qu'en plus les personnes qui sont vaccinées peuvent contaminer les autres. Enfin, on voit bien qu'il n'y a plus une démocratie réelle en France. Non, mais je pense que la démocratie réelle n'a jamais existé parce que, une fois de plus, les rapports sous-jacents derrière l'organisation de notre État et de nos institutions, c'est pas du tout la démocratie, c'est la plutocratie, c'est-à-dire que c'est le pouvoir donné derrière les apparences aux puissances financières dominantes. Ça, c'est vrai depuis toujours. Ce qui est vrai aussi, c'est que tant qu'il y a eu une opposition bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest, il y avait une alternative, c'est-à-dire qu'il y avait deux forces en présence qui se confrontaient, donc ça faisait un contre-pouvoir, et donc le sentiment de démocratie et de liberté était plus réel. Et il existait de facto parce que la liberté n'est issue que d'un système où il y existe des contre-pouvoirs, où il y a des contre-pouvoirs. Or, aujourd'hui, étant donné que le bloc de l'Est s'est effondré, nous sommes dans un système où le pouvoir est absolu, en fait, dans un absolutisme financier. Et c'est cet absolutisme financier qui refuse toujours de dire son nom, mais qui veut
qui avance toujours masqué pour s'imposer finalement officiellement, parce que le gouvernement mondial, c'est ça, c'est de rendre officiel cet absolutisme qui existe derrière l'écran de fumée. Oui, parce que je me rappelle sur un entretien que vous aviez abordé, vous disiez que les partis politiques, vu qu'ils sont financés par les banques et puis l'État, ils ne peuvent qu'obéir finalement. Oui, les partis politiques sont aux ordres de ceux qui les financent. Alors, il y a eu, on dit, enfin, partiellement, c'est des subsides publics, mais en réalité, les subsides publics sont très, très loin de suffire au financement d'une campagne électorale. Ça coûte des sommes tout à fait incroyables. Enfin, c'est vraiment du show business, c'est-à-dire que c'est de la politique qui est en réalité du business caché derrière du show, derrière une comédie finalement. C'est de la comédie politique qui n'est pas de la politique, parce qu'une fois de plus, la politique, c'est la confrontation d'intérêts divergents. Or là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'imposer de façon officieuse un rapport de force qui est parfaitement établi au profit de la finance. Donc, c'est pas de la politique. Donc, en état des lieux, là, comment on peut faire en France, du coup non, en France, enfin, c'est en France comme ailleurs. Je dirais que le seul horizon possible, si on veut récupérer une certaine liberté de vivre, c'est de réinstaurer des rapports de force à stricto sensu politique, c'est-à-dire de redonner une réalité aux intérêts divergents, et c'est un changement de paradigme. Mais c'est un changement de paradigme réel, c'est-à-dire que une fois de plus, on revient sur toutes les bifurcations qui ont mal tourné depuis la Révolution française, puisque vous savez que toutes les révolutions, en réalité, ce sont des opérations sous faux drapeau, qui sont des révolutions colorées qui ont été financées et dirigées, en tout cas instrumentalisées au profit de ceux qui détenaient les finances. Donc il faut sortir de ce paradigme-là, et sortir de ce paradigme-là, ça veut dire réformer profondément les rapports de force qui génèrent la société, c'est-à-dire repenser l'organisation de l'État. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je propose. Alors, je ne dis pas que tout est encore élaboré, bien entendu, je propose des grandes lignes et c'est aux Français à s'emparer des sujets, du sujet global que j'ai élaboré pour les transformer, pour en faire du sur-mesure au sein de chacun des groupements d'intérêt, etc. Et c'est ce que je propose aux gens de faire, se réorganiser de façon autonome, avec un cadre cohérent qui respecte un certain équilibre des pouvoirs. Donc les seules choses qui soient intangibles, c'est le respect du cadre d'ensemble qui permet justement au groupe de fonctionner de façon cohérente et viable, c'est-à-dire en respectant les intérêts des uns et des autres. Maintenant, tout reste à faire, c'est-à-dire que c'est pas moi toute seule qui peut organiser ça. Chacun des Français doit prendre la mesure de la problématique qui se pose pour décider de s'organiser à l'intérieur de ce cadre qui, je le répète, est un cadre viable et qui est un cadre qui, comment dirais-je, qui fait le lien entre ce que nous avions connu avant, ce qu'on a connu après et ce qu'on peut améliorer pour l'avenir. Donc c'est une perspective de long terme. Le projet que j'ai élaboré s'inscrit dans une continuité historique en réalité. Je prends ce qu'il y a eu de mieux dans chacun des régimes que nous avons connus. Je ne dis pas que j'éviterai tous les obstacles, toutes les épreuves, mais à chaque génération de résoudre des épreuves qui se dressent, et on ne peut pas penser à tout à l'avance. Donc l'idée, c'est de faire et puis d'améliorer. Voilà, au fur et à mesure que les problèmes se poseront, on essaiera de les améliorer. Et en réalité, je propose cette réforme. Alors, j'ai vu dans les remarques le projet de Chouard, mais Chouard, c'est un moyen. Enfin, dans chacun des groupements d'intérêt, vous pouvez mettre en œuvre ou pas les projets d'Étienne Chouard. Moi, j'ai élaboré un cadre beaucoup plus large. Je fais de la métapolitique.
Après, que vous choisissiez vos représentants par tirage au sort, par élection ou par désignation, j'ai envie de dire, ça ne me regarde pas. Ça regarde chacun des groupements et le choix pourra être autonome d'un groupement à l'autre. Donc, je n'impose pas un modèle rigide, unique. Au contraire, c'est extrêmement décentralisé et c'est extrêmement libéral dans le sens, non pas idéologique du terme, mais dans le sens où la liberté est laissée à chaque groupe de s'auto-gérer, de s'auto-organiser et de modifier éventuellement son organisation si elle est déficiente dans le sens de ce qu'ils entendent mettre en œuvre. Ce qui signifie qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre quelque chose. Et c'est là où c'est un appel un peu aux Français parce que effectivement, il faut sortir de l'idée selon laquelle on est pris en charge, on est materné par un État qui n'en est pas un, pour se projeter dans un univers où c'est vous qui deveniez l'État. C'est vous qui faites vos propres, qui déterminez les propres contraintes que vous voulez respecter, que vous acceptez de vous imposer. Et c'est un saut qualitatif énorme. Effectivement, il y a toute une psychologie derrière à mettre en œuvre pour rassurer les gens quant à la possibilité de faire quelque chose par soi-même. C'est-à-dire que je pense que les Français, finalement, ont perdu confiance en eux et ont perdu l'idée même de la liberté depuis déjà très longtemps. Donc, il est facile de leur imposer finalement la disparition de la liberté parce qu'ils y ont quelque part renoncé depuis longtemps en eux-mêmes. Et c'est ce qui facilite la tâche à nos ennemis, finalement. Oui, parce qu'en fait, les Français, ils sont juste là pour donner un bulletin de vote et ils font rien d'autre, quoi. Alors que là, votre proposition, c'est vraiment que les citoyens fassent émerger leurs idées, leur façon de voir la citoyenneté, de vivre ensemble et de choisir aussi. Oui, parce que les partis politiques, c'est une façon de canaliser en réalité les débats sur des sujets qui ne sont pas les vrais sujets qui intéressent les ressortissants et les citoyens d'un État. Ce sont des sujets qui sont passés par le prisme de l'intérêt financier des partis politiques. Donc, tout est biaisé en réalité. Donc, ça veut dire que les Français, là, s'ils veulent voir un peu votre ossature, puis votre structure d'action, de reprendre un peu le pouvoir, ils peuvent se rendre sur votre site internet, c'est ça, hein? Ah oui, avec grand plaisir. Oui, j'ai fait j'ai élaboré l'ossature d'ensemble de la réforme de l'État, que j'appelle la réforme institutionnelle, et qui n'est pas une révolution, mais qui est une évolution de nos institutions, pour retrouver un sens historique à ce que la France a été et à ce qu'elle peut-être sera demain si elle survit, aux dures épreuves qui l'attendent. Je dirais que il faut avoir une perspective à la fois historique et positive, ne pas rejeter tout en ayant peur de tout. Il ne s'agit pas je mets en garde contre un certain écueil qui est que pendant longtemps, les gens ne se sont posés aucune question et du jour au lendemain, si vous changez la virgule d'un mot, ils se mettent à être suspicieux et à vous suspecter des intentions les plus mauvaises qui soient. Enfin, on est vraiment dans une époque où il faut garder son calme, il faut essayer de chercher les informations par soi-même et essayer de récupérer une autonomie de pensée qui soit dans le calme et la bienveillance, parce que on ne bâtit rien, on ne construit rien dans la haine, dans la suspicion, dans le refus de soi-même et des autres. Et est-ce que dans cette démarche-là, vous avez pu contacter déjà des élus en place? Non, mais je cherche absolument pas à contacter les élus en place. Pour moi, je cherche à reformuler la société dans un cadre différent. Donc, mon sujet, c'est pas de contacter des élus en place. Je n'ai strictement aucun intérêt et aucune appétence pour ce genre de sollicitation. Non. Par contre, je sais que beaucoup d'élus, certains élus me suivent, me connaissent. Tout le monde me connaît, mais effectivement, je rentre pas forcément dans dans leur projet à eux, vous voyez. Ils veulent plutôt que vous veniez dans leur projet. Oui, ils veulent sans vouloir parce que ils n'ont aucunement l'intention de réformer, c'est-à-dire de scier la branche sur lesquelles les partis politiques, sur lesquels ils sont assis, c'est-à-dire la branche des partis politiques. Donc le personnel politique en place ne dépend que des partis politiques et est entièrement
fondée sur l'existence du parlementarisme représentatif au sein des partis politiques. Donc, je dirais que non, enfin, on est antinomique, c'est juste pas compatible. Donc, ils ne cherchent pas vraiment non plus à m'intégrer dans leurs équipes parce que, quelque part, je mets en cause leur mode propre de fonctionnement. Ouais, non, tout à fait. Et ouais, donc du coup, cette démarche-là nouvelle, bah, elle va avoir du mal à émerger parce que les gens ne sont pas préparés. Il y a une préparation mentale et puis il y a une habitude. Vous savez, il faut, quand vous êtes confronté à quelque chose de tout nouveau pour la première fois, enfin, souvent, une attitude naturelle, c'est le rejet. Et le rejet par incompréhension, méconnaissance. Donc, il faut y revenir. Il faut essayer de comprendre aussi comment tout ça fonctionne. Il faut essayer de persévérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont perdu aussi l'habitude de l'effort, le sens de l'effort. Donc, à partir du moment où ils ne voient pas du premier coup d'œil, ils ne comprennent pas du premier, en ayant passé 5 minutes sur une vidéo ou 2 secondes sur un dessin, s'ils n'ont pas tout compris, ah bah, ça y est, c'est que c'est pas valable, quoi. Donc, voilà, bon, bah, écoutez, on peut pas, moi, je ne peux pas lutter contre ce genre d'attitude. C'est à chacun de décider en son fort intérieur si l'effort vaut la peine d'être fait et si, une fois cet effort fait, ça vaut la peine de tenter un changement de paradigme. Voilà. ouais. Mais c'est vrai que comme on se disait en off, j'ai du mal à croire que les Français puissent vraiment avoir structuré un projet d'action si on les accompagne pas, quoi, parce que ils ont du mal à structurer tout ça, quoi. Oui, c'est vrai, il va y avoir besoin. Alors, ce qui est en train d'émerger, c'est des têtes, si vous voulez, des gens qui ont pris un peu la conduite, qui sont devenus un peu des leaders dans la dissidence, et en particulier, je pense au monde médical. Mais effectivement, on ne peut rien construire qu'avec des leaders. C'est-à-dire qu'il faut aussi des gens qui fassent le lien, qui soient capables de mettre en commun. Vous savez, une équipe de football, si vous avez que des stars, en fait, l'équipe ne marche pas et elle ne gagne pas. Il faut aussi des organisateurs, il faut aussi des gens qui soient là pour mettre pour valoriser toutes les compétences, pour faire de la c'est pas de l'ingénierie sociale, mais à rebours, quoi, pour faire de l'intelligence collective. Et ça ne peut pas se faire qu'avec des stars. Il faut aussi, il faut que tout le monde y mette fasse son apport personnel parce que tout le monde a des compétences et elles sont toutes valables et elles doivent toutes être mises en perspective et surtout trouver leur place dans le groupe. Donc maintenant, il ne s'agit plus de penser individuel, mais de penser groupe. Et c'est vrai que en France et en Occident en général, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. On croit que l'individu tout seul peut tout, mais en réalité non. Un individu tout seul, il est mort. C'est le groupe qui le porte. Tout seul, on n'est rien. Personne n'est rien. Il faut vraiment participer à nouveau à un effort collectif. Et peut-être que ça va être assez long et assez difficile à comprendre pour les populations. Encore que, étant donné que maintenant nous sommes entrés de façon officielle depuis le 16 mars 2020 en guerre, selon les propres mots de la personne qui dirige ce qu'on peut presque plus appeler un pays, hein, mais eh bien, nous sommes en guerre. Donc, la guerre en général fait prendre conscience assez brutalement et de façon irréversible, fait prendre conscience des réalités. Voilà. Donc, j'imagine que le processus de prise de conscience risque d'être accéléré, mais d'un autre côté, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, parce que la prise de conscience est une chose, et après, la capacité à s'organiser, c'en est une autre. On ne sait pas, on est un peu dans une course contre la montre, c'est vrai, qui verra, comme toujours, des gagnants et des perdants. Ben, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je me disais qu'il faut vraiment que les Français agissent, quoi, que chacun agisse et mette la main à la pâte pour lutter contre ce qui se met en place, parce que les Français, là, en ce moment, ils voient que le vaccin, l'imposition du vaccin, du pass sanitaire, mais ils voient pas les enjeux derrière réellement de ce qui se met en place. Et je pense que votre analyse, elle est vraiment parfaite de parler de vraiment ce qui se met en place au niveau mondial. Et ça m'inquiète un peu, quoi. Et les Français, il faut vraiment qu'ils prennent conscience et qu'après, ils puissent agir aussi.
Oui, mais en fait, on ne peut pas agir dans la sidération. C'est-à-dire que pour agir, il faut comprendre. Il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre d'où ça vient et il faut comprendre où on va. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il n'est pas question de pouvoir agir parce qu'on n'a pas l'assise en fait intellectuelle qui permet de construire quelque chose de solide. On bâtirait sur des sables mouvants et ça marche pas. Enfin, c'est pas viable. Donc, il y a aussi toute une prise de, enfin, un acquis de connaissances fondamentales qui est tout à fait nécessaire d'avoir, et en particulier se reposer des questions sur l'histoire, sur les rapports de force qui ont eu lieu et qui se sont imposés. Vous savez que c'est toujours les gagnants d'une guerre qui imposent leur vue, qui imposent leur position face aux choses, aux fondamentaux. Donc, si vous ne prenez pas en compte ces rapports de force, vous ne pouvez pas comprendre l'histoire. L'histoire n'est faite que de rapports de force. De la même façon qu'on peut dire le complot est inhérent à l'histoire. C'est-à-dire que partout où vous avez du pouvoir, vous avez des complots. Si vous rejetez l'idée de complot, vous ne comprenez pas l'histoire, une fois de plus. Et si vous ne comprenez pas l'histoire, vous ne pouvez pas bâtir. Il faut vraiment avoir acquis un passé pour se projeter dans un avenir. Il faut avoir une filiation solide quant à savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc il y a tout un travail personnel que les Français, et que même, je pense, c'est valable pour toutes les populations du monde, hein, je pense que c'est également valable en Corée, dont les populations doivent s'imprégner pour pouvoir avoir un moyen d'action sur leur avenir, en fait. Et ça relève plus de l'instruction, ça relève de la rigueur personnelle, ça relève aussi du sens de l'effort, parce que effectivement, c'est pas en regardant des publicités ou des dessins animés sur les écrans lucarnes ou même en regardant des émissions plus ou moins prétendument dissidentes. Il faut vraiment être capable d'avoir une activité autonome en tant que une activité cérébrale autonome, avec des postulats qu'on doit être aussi capable de remettre en cause si besoin, mais qui permettent aussi de bâtir une histoire et de comprendre où on en est pour savoir si ce vers quoi on va est souhaitable ou pas souhaitable. Mais c'est vrai que ce vers quoi on va est clairement indiqué par le forum de Davos. Enfin, je veux dire que cette structure s'est montrée comme étant la vitrine de ce que devra être notre avenir. Donc tout est officiel. Il n'y a pas pour savoir où certaines personnes, où ceux qui ont pris le contrôle de l'humanité veulent nous mener, c'est pas difficile. Par contre, ce qui est difficile, c'est de savoir individuellement, chacun, de se dire, est-ce que moi je veux aller dans cette direction, est-ce que ça me convient, et si ça ne me convient pas, comment je fais pour m'organiser pour que ça n'arrive pas. Et ça, c'est un sujet qui nous ramène au premier, c'est-à-dire il faut des organisateurs, pas que des stars, pas que des leaders. Il faut aussi, il faut mettre en commun toutes les compétences de chacun. C'est-à-dire des leaders, c'est bien, mais ça ne suffit pas du tout. Et c'est même parfois contre-productif d'avoir que des leaders. Il faut aussi des organisateurs, il faut aussi des gens qui soient capables de mettre du liant pour faire fonctionner des groupes autonomes et puis surtout homogènes, cohérents, qui puissent être un moyen d'action politique. Oui, tout à fait. Donc pour vous, votre analyse, Valérie, vous pensez que la France, elle va où? Je pense que la France amène le monde, enfin en tout cas l'Occident, directement dans le 4e Reich, et que ce 4e Reich amènera la guerre mondiale. Très clairement, schématiquement, c'est ce que je pense. Et que la bascule va se faire dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que c'est plus une question d'années, c'est une question de mois. Je pense que les forces qui sont chez nous à l'œuvre, et je le répète parce que je l'ai bien expliqué, l'État français, officiellement, enfin en tout cas en tant que structure officielle reconnue par le droit interne et international, n'existe plus aujourd'hui. Et il a été mis à mal, cet État a été mis en suspension par les gens même qui le dirigeaient. Donc ça, c'est une nouveauté. En général, quand un État est contesté, il est contesté par des contestataires de cet État, pas par ceux qui sont au pouvoir. À partir du moment où ce sont ceux qui sont aux manettes
qui décident de mettre l'État en suspension, vous imaginez bien qu'il y a anguille sous roche, qu'ils ont bien l'intention de nous mener dans un autre système, c'est-à-dire vers une autre formalisation de la politique. Et c'est là où il faut se poser des questions, parce qu'effectivement, si dans un État où ils étaient relativement, ils étaient capables déjà de tout imposer, ils le mettent, ils veulent l'anéantir pour aller vers autre chose, on se doute bien que vers autre chose, ça va pas être la démocratie quand même. On se doute bien que l'autre chose, ça va pas être les lendemains qui chantent pour les populations. D'autant plus quand on regarde un peu ouvertement ce qu'ils préconisent. Donc je pense que nous sommes dans une tendance extrêmement menée par des gens de type terroriste qui veulent instaurer un totalitarisme vraiment de nature terroriste pour ensuite générer une guerre mondiale. C'est ça leurs objectifs. Donc la terreur en interne et la guerre mondiale en externe. Je vois pas d'autres explications logiques à leur comportement. Donc là, on peut toujours contester, mais je pense que de toute façon, dans les semaines et les mois qui viennent, on risque d'en savoir plus sur leur finalité. Par contre, les enjeux qui se cachent derrière, là, il n'y a quand même pas trop de doute à avoir. Ces gens-là ont déjà généré 2 guerres mondiales et ils sont vraiment proches et prêts, à mon avis, à assumer la 3e. Alors après, est-ce que les populations peuvent s'opposer à ça? C'est difficile parce que de mon petit point de vue, moi personnellement, je ne peux rien. Il faut que ce soit encore une fois toute une société qui se dresse pour s'opposer à des desseins aussi noirs. Et puis se dresse de façon intelligente, c'est-à-dire en ayant des armes pertinentes. Parce qu'il ne s'agit pas de se dresser en manifestant dans les rues, ça ne suffira pas. Il est bien évident qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et que plusieurs cordes à son arc, ça veut dire être capable aussi de s'organiser et d'imposer un nouveau modèle par rapport à celui qu'ils veulent nous imposer. Donc, il ne s'agit pas de violence, mais il s'agit de force sociale. Et pour l'instant, les forces sociales n'existent pas, donc je ne vois pas. Enfin, effectivement, je ne suis pas vraiment très optimiste. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas se décanter. Vous savez, les grands mouvements de société, c'est comme les grands mouvements tectoniques, ils mettent longtemps à se préparer et puis ils arrivent du jour au lendemain. Donc, il est possible que du jour au lendemain, tout d'un coup, les Français les Français et les Occidentaux prennent conscience de ce qui se passe et se dressent de façon efficace, pertinente. Je ne nie pas que ça puisse arriver. Je le souhaite et je l'appelle de mes voeux parce que, à mon avis, c'est la seule façon de nous opposer vraiment à ce qu'ils ont projeté pour l'humanité. C'est-à-dire, en gros, c'est la fin de l'humanité. Hein, parce que vous savez, maintenant, avec la puissance des armes, s'il y a une guerre mondiale, je ne sais pas ce qui résistera. Enfin, je ne sais pas si une parcelle de vie pourra survivre sur cette terre. Je ne sais pas. Enfin, c'est une question que chacun devrait se poser. Ah, non, mais tout à fait, c'est assez effrayant. Moi, le futur m'effraie, surtout en étant papa. Moi, j'ai un fils qui a 16 ans, ça me fait très très peur de ce qui va se vivre. Parce que, bon, moi, j'ai peut-être fait ma vie, mais plus pour nos enfants, ça me fait peur. Et je me dis qu'on se dirige vers du traçage, puissage, l'identification numérique, le transhumanisme, ces gens qui dirigent, ceux qui contrôlent vraiment tous nos gouvernements mondiaux. Ils veulent un gouvernement mondial et puis après ils peuvent diriger vraiment tous les citoyens qui ne seront pas décédés après ces injections, de pouvoir les asservir en vendant toutes les richesses modifiées, contrôlées par les riches. Oui, c'est ça, vous avez raison, Julien, il faut insister sur les capacités aujourd'hui dont dispose cette mafia planétaire. C'est-à-dire qu'ils sont capables de contrôler les pensées des gens. Ils vont être capables d'instaurer des systèmes qui, évidemment, en contrôlant l'accès à la monnaie, mais aussi qui seront aussi capables de contrôler vos émotions et vos pensées les plus intimes, celles dont vous n'avez peut-être même pas complètement conscience au sens formel du terme. Donc, à partir de ce moment-là, mais c'est ce que j'appelle ne plus rester aussi d'humanité. C'est-à-dire que ceux qui survivront à cette guerre
mondiale seront peut-être soumis à ça si ce sont ces gens-là qui gagnent. Donc c'est la fin de l'humanité en fait. Il faut être très clair là-dessus et c'est pas géolocalisé. Ça concerne vraiment le monde entier. Après, il faut savoir, est-ce qu'on a envie, est-ce que des gens ont envie de se dresser pour sauver la vie telle qu'elle existe, avec une certaine autonomie de pensée, de raisonnement, d'intérêt, ou est-ce que nous voulons tous joyeusement aller vers cette robot, enfin cette réification du vivant? Je pense que c'est des questions que chacun doit se poser aujourd'hui. Hein. Effectivement, manifester, c'est très important parce que ça montre qu'il y a une existence en tout cas, un ferment de cohésion de gens qui s'opposent. Mais il est bien évident également que je reparle de manifestation parce que j'ai vu que ça sortait dans les commentaires. Mais après, il faut que ça se concrétise en organisation concrète. Parce que un mouvement de foule n'est pas une organisation politique. Sauf que là, on sait très bien que c'est enfin, je sais pas, moi ça c'est ma vision personnelle, c'est que je me dis si c'est toujours les mêmes au pouvoir qui sont corrompus, on peut pas il faudrait les destituer et mettre en place vraiment une forme de démocratie réelle. Bien sûr. Je vois pas la solution si on peut pas les destituer. Comment faire? Ouais, non, c'est vrai. Enfin, moi, je vois pas trop de solutions non plus. En fait, la solution sur du long terme, ça aurait été en fait d'imposer un nouveau modèle qui se serait finalement imposé par sa propre force. Mais je pense que nous n'avons pas le temps d'instaurer ça par la force non violente. Voilà. Ces rapports de force demandent du temps à s'inverser et je pense qu'on n'a pas ce temps devant nous. Donc aujourd'hui, il est clair que je ne vois pas réellement de solution, mais encore une fois, je peux me tromper et puis ça ne signifie pas qu'il faut rester passif. C'est-à-dire que chacun doit prendre ses responsabilités au niveau où il est, de savoir ce qu'il veut faire et c'est le tableau d'ensemble à la direction. Chacun individuellement prendre ses responsabilités et ensuite on verra ce que ça donne au niveau collectif. Et c'est pas chacun doit faire la même chose. Non, chacun doit en son fort intérieur estimer quelle est la voie qu'il doit suivre pour faire au mieux pour laisser une porte de sortie aux générations d'après. Et j'ai pas la réponse, en fait, c'est libre d'accès, c'est-à-dire que chacun a sa propre réponse. Et c'est les réponses, la somme des réponses individuelles qui montreront si ça a été efficace au niveau collectif. Et je vois que ça, je suis assez, finalement, vous savez, moi je crois au destin, il y a des choses qui nous dépassent, il faut l'accepter, quoi. D'accord. Et du coup, donc ça c'est au niveau de la France, au niveau mondial, votre réflexion sur la Russie, mais je pense que le destin de la France dans les mois qui viennent décidera du destin mondial parce que effectivement, si la France bascule et si nous laissons la porte ouverte au quatrième Reich qu'ils veulent instaurer, par un renforcement des institutions européennes fédéralistes qui éventuellement se coaliseront avec l'organisation Intermarium, dont l'idéologie est clairement revendiquée comme étant l'idéologie des nazis. Il est évident que suite à ça, nous basculerons immédiatement dans la guerre contre le continent eurasiatique, c'est-à-dire contre la Chine et la Russie. Et c'est pour ça que il est clair que ce qui se passe en France, ce qui va se passer en France dans les semaines et les mois qui viennent, vont être déterminants pour l'avenir géopolitique et l'avenir de l'humanité. Ah ouais, ça rassure pas, quoi. Non, ça rassure pas, mais bien sûr. Mais moi, je savais dire la vérité, c'est pas rassurant. Mais en même temps, si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas réagir de façon pertinente. Donc, après, c'est une question de courage. Il faut avoir du courage pour affronter la réalité telle qu'elle se présente et contre laquelle vous ne pouvez rien.
elle est comme ça, elle est comme ça. C'est pas, ça ne dépend pas de nous de la changer parce que c'est des forces qui nous dépassent. Mais en même temps, si vous ne voulez pas le voir, ça c'est la politique de l'autruche. Si vous gardez la tête dans le sable, c'est confortable un temps, mais après ça vous empêche pas de prendre la foudre. Donc si vous voyez la foudre arriver, vous savez que ça peut arriver, vous allez vous cacher, vous vous mettez dans un endroit un peu plus, dans une posture un peu plus sûre. Donc je suis pas pour la politique de l'autruche, je suis toujours pour voir les choses, les événements tels qu'ils se produisent, et ensuite à chacun de réagir avec ses actions personnelles, individuelles, et on verra si l'avenir nous montrera si ça a été efficace ou pas. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça parce que, vous savez, quand j'ai commencé mes travaux, j'avais conscience de tout ça et je me suis dit, mais je ne peux rien. Bien sûr, on ne peut rien. Quand on réfléchit dans un ensemble, on se dit, on ne peut rien. Mais en même temps, c'est pas vrai. C'est à force de dire on ne peut rien qu'on ne fait rien et que donc on ne peut vraiment rien. C'est toutes les guerres qui ne sont pas menées sont évidemment perdues. Après, il ne faut pas dire je ne peux rien, donc je ne fais rien, parce que ça vous neutralise dès le départ, quoi. D'ailleurs, c'est un des moyens d'action dans l'art de la guerre, de démoraliser l'adversaire. Donc, je ne suis pas là pour vous démoraliser, je suis là pour vous dire chacun doit avoir du courage, prendre ses responsabilités. Le tableau est sombre, bah, il est comme ça. On ne peut pas le changer. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, il fait nuit, bah, il fait nuit. Vous n'allez pas changer ça. Voilà. Maintenant, il est sombre, ça ne veut pas dire que demain, il ne peut pas être à nouveau brillant sous le soleil. Mais ça dépend des réactions individuelles de chacun et de leur pertinence et surtout de leur capacité à voir le réel. On ne peut pas réagir si on ne voit pas le réel. Alors, je vous invite non pas à vous décourager, mais au contraire à être courageux et à être capable d'affronter une réalité qui vous dépasse et que vous pouvez peut-être quand même surmonter. Non, mais c'est pour ça, c'est bien de faire un état des lieux de vraiment ce qui se passe pour vraiment informer les gens, parce qu'il y a beaucoup de citoyens français qui ne voient pas vraiment les enjeux et de ce qui est en train de se mettre en place. Et je trouve que votre venue sur le live est très important. Et je me rappelle d'une vidéo, vous aviez fait sur YouTube, votre chaîne YouTube Valérie Bugeaud. C'est ça, hein, votre chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne Odyssée et j'ai une chaîne Crowdfunder. Voilà, donc j'ai bien mis tous les liens sur le live dans la description. Donc les gens qui veulent vous abonner, je vous invite vraiment à suivre Valérie Bugeaud sur tous ses réseaux sociaux pour vous informer, elle va vous éclairer. Et je voulais revenir sur une vidéo où vous avez dit sur l'installation du 4e Reich et du 5e, 6e Reich. Du coup, vous aviez dit attention les forces de l'ordre parce que vous aviez vraiment peur qu'il y ait des groupes. J'ai fait une vidéo pour expliquer, et en particulier je m'adressais plus précisément aux forces de l'ordre, pour leur faire prendre conscience qu'en réalité, les missions qu'ils remplissaient, qui sont des missions régaliennes, ont été détournées de leurs fonctions et donc il s'agissait d'un abus de droit public international et finalement d'un détournement des fonctions étatiques. Donc je leur disais, essayez de comprendre ça. Et ensuite, quand vous aurez compris ça, c'est vous et votre conscience, vous ferez ce que vous voulez. Je n'appelais à en face la violence ni rien. J'appelle tous les Français en général, et en particulier les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui travaillent dans les fonctions régaliennes de l'État. Donc, effectivement, il s'agit des fonctions régaliennes, c'est les forces de l'ordre, c'est la monnaie, c'est toute la haute fonction publique qui fait fonctionner un ensemble, le groupe dans son ensemble. Eh bien, tous ces gens-là doivent individuellement se poser la question de savoir si la mission qu'ils remplissent est effectivement celle pour laquelle ils sont payés. Parce qu'ils sont payés par le corps que représente finalement la population qui est derrière, mais leur mission a été détournée par une caste qui n'a pas pour vocation d'instaurer un ordre qui soit favorable au groupe. Donc, c'est une prise de conscience individuelle. J'appelle à la prise de conscience, pas seulement des forces de l'ordre, mais de tous les Français. Et c'est vrai aussi pour les médecins, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que vous êtes là pour participer au développement d'un groupe, c'est-à-dire dans le cadre d'une civilisation, ou est-ce que vous acceptez de travailler dans le cadre d'un détournement de vos fonctions au profit d'intérêts
financiers supérieurs qui parfois d'ailleurs, la plupart du temps, vous échappent. Mais justement, c'est pas ce qui vous échappe que je suis là pour vous les rappeler, pour vous dire c'est ce qui se passe pour de vrai. Et aujourd'hui, je le répète, l'État français, les institutions françaises officielles sont en suspension. Elles n'existent plus, elles ne sont plus valides, elles ne sont plus en activité. Donc toute l'appareil d'État est dans un état d'une sorte de vide juridique qui est favorable quand même aux remises en question, je pense. Ouais, ça fait peur. Ah ouais. Bon. Et pour l'avenir, donc juste pour finir, pour clôturer sur la France, c'est ce qu'on se disait, enfin je vous disais en off, c'est moi j'avais peur qu'ils fassent venir vraiment l'armée pour contrôler encore plus les citoyens et vraiment instaurer leur dictature. Oui, oui, le gros danger qui nous guette, c'est l'état de siège, c'est-à-dire des groupuscules qui généreraient un désordre, qui justifierait que les pouvoirs en place instaurent un état de siège, c'est-à-dire officiellement se passe de tout contrôle autre que de type militaire. Donc on serait sous chaperonné par un contrôle militaire qui serait évidemment au service du pouvoir exécutif que nous connaissons aujourd'hui et qui nous amènerait vers ce renforcement de l'Union européenne fédérale avec une force européenne, avec qui a déjà commencé à être mis en œuvre avec l'Eurogenfor, et qui sont en fait qui serait une forme de recyclage des réseaux parallèles de l'OTAN qui existent sur notre territoire depuis toujours, mais dont personne évidemment ne parle. On fait comme si c'est circulé, il n'y a rien à voir, ça n'existe pas. Sauf que malheureusement, une fois de plus, c'est l'histoire de l'autruche, la tête dans le sable ou pas, c'est que c'est pas parce qu'on ne veut pas les voir et qu'on n'en parle pas que ces forces n'existent pas. Ce sont des forces de type mercenariat qui sont au service des puissances financières, qui n'ont jamais été au service des États ni des groupes d'États. Donc, il faut se rendre compte que c'est ça notre avenir immédiat. On est en danger en France de basculer dans ça. C'est ce que j'appelle aussi le quatrième Reich, parce qu'une fois que cette Union européenne aura été fédéralisée tout à fait avec des forces autonomes qui ne répondent à aucune hiérarchie nationale, vous vous rendez compte que c'est la porte ouverte à toutes les dérives autoritaires et terroristes que l'on peut imaginer. On a déjà connu ça dans l'histoire. C'est l'histoire qui se répète parce qu'on n'a pas voulu en tirer des leçons en réalité. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, c'est ce que je disais à chaque fois dans mes lives. Hitler, il a existé, quoi. Enfin, les gens fous, ils ont existé et il en existe encore. Et je voulais parler justement de l'Asie. Moi, en étant en Asie, en Corée du Sud, je vois bien qu'il se passe aussi une grosse manipulation. Nous, on est à 2200 morts en 1 an et 7 mois sans avoir jamais été confinés. Donc, quand je vois que vous êtes à 110 000 morts, il se passe quelque chose d'anormal. Quand on fait croire qu'il n'y a pas de traitement, c'est pas vrai. Il y a des traitements. Sinon, on sera bien plus de morts en Corée du Sud. Enfin, bien sûr. Il y aura des morts. Enfin, c'est l'équivalent pour moi d'une grosse grippe saisonnière. Et c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une manipulation mondiale. Et là, on instaure vraiment un traçage QR code pour tout le monde. Enfin, bien sûr. Pareil aussi en Corée du Sud. Oui. Et c'est non seulement le traçage, mais c'est aussi la division. Vous savez, tous les ferments de la division sont instaurés, instillés dans nos sociétés, en tout cas en France, depuis fort longtemps. Alors, ils agissent surtout la division entre générations, la division entre sexes, la division entre races, la division entre religions. C'est tout. Et maintenant, c'est des divisions entre ceux qui seront picousés et ceux qui ne seront pas picousés. Enfin, tout est un moyen d'action pour eux pour diviser les populations, parce qu'évidemment, une population unie ne pourrait pas y résister en réalité. Donc c'est pour ça aussi que j'appelle à la réunion à arrêter de se diviser sur des sujets qui n'en sont pas, qui ont été montés en épingle de toutes pièces, fabriqués par du consentement, de l'ingénierie sociale, du faux consentement populaire, par ces gens qui ne pensent qu'à finalement nous dominer, nous écraser, finalement nous tuer. Donc il faut arrêter de se diviser et voir le danger tel qu'il est aujourd'hui. C'est pareil, on nous montre beaucoup de tous les médias, y compris dans les médias dissidents, on nous fait croire que notre danger, notre premier ennemi en France, c'est la Chine. Il faut arrêter de rigoler.
Notre premier ennemi, c'est ceux qui ont pris le pouvoir chez nous et qui nous dépecent, qui nous vendent, qui veulent nous tuer. Enfin, c'est ces gens-là, notre ennemi. C'est pas à l'autre bout du monde ce qui se passe dans un pays qu'on connaît pas. Enfin. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que je dis. L'ennemi, c'est ceux qui dirigent et qui vous imposent de vous injecter un truc expérimental, qui vous impose de rester chez vous en mangeant du Doliprane sans avoir des soins. C'est des crimes contre l'humanité. Je vous ai vu mourir au premier confinement sans rien faire. Avec la donc, je me dis que ceux qui imposent le Rivotril dans les EHPAD pour les personnes âgées. Notre ennemi, à nous, concrètement, il est là. Il n'est pas à l'autre bout du monde, pas du tout. Exactement. Ouais. Et justement, vous pensez quoi, Valérie? Justement, on parle d'Asie, sur la Chine, la Russie, sur cette... je pense qu'il va y avoir une confrontation géopolitique majeure, que les forces qui sont en présence chez nous ont déjà perdu. Ils avaient l'ambition d'être planétaire, c'est-à-dire mondial. Or, ils ont perdu le contrôle de la Chine. Ils sont contestés à l'intérieur, parce qu'il y a des forces patriotiques qui, dans des pays comme les États-Unis, se sont dressées contre eux. Donc, ils sont mis en difficulté dans leur propre projet. Donc, ce qui les rend d'autant plus violents pour nous contrôler définitivement, pour qu'il n'y ait plus d'opposition qui se dresse contre eux, pour pouvoir mieux aller abattre leur ennemi ensuite au niveau géopolitique. Et leur ennemi, c'est le bloc eurasiatique, c'est-à-dire c'est la Chine, la Russie et tous les alliés qui se sont qui se sont alliés à eux d'un point de vue militaire et d'un point de vue civilisationnel. Donc, je pense aux routes de la soie et puis je pense à l'organisation, l'OCS. Donc, voilà, l'objet, c'est que finalement, nous entrions dans une troisième guerre mondiale en confrontation directe entre les terrorisés pucés, ceux qui resteront en vie et qui ne s'opposeront plus à ces forces intérieures du côté du bloc de l'OTAN, contre les autres qui voudront se défendre et qui voudront attaquer, mais qui se tromperont un peu d'ennemis en attaquant les populations, alors que, évidemment, c'est toujours pareil. Les populations payent alors que ce sont les dirigeants, mais les populations sont quand même coupables d'avoir laissé ces dirigeants-là prendre le pouvoir et le pouvoir absolu. Donc, quelque part, on est aussi responsable. C'est pas responsable et non coupable. Non, non, on est aussi, les populations sont responsables d'avoir trop longtemps mis la tête dans le sable, d'avoir refusé de voir les réalités géopolitiques et en termes de rapport de force réels qui se mettaient en place. Et ça, on va le payer très, très cher. Mais malheureusement, évidemment, les générations qui vont payer ne sont pas celles qui ont été couardes. C'est toujours comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Non, ça rassure pas du tout. Mais bon, il vaut mieux dire les choses et la vérité telle qu'elle est, même si c'est dur à entendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait venir. C'est vraiment pour vraiment dire la vérité sur les enjeux réels du futur, quoi. Et ce qui est en train de se mettre en place, je pense que les Français ne le savent pas. Non, non, bien sûr que non. Les Français ne comprennent pas les enjeux réels du pouvoir derrière. Ils ne savent pas que le pouvoir en place a organisé son sabotage pour aller vers autre chose et que autre chose est encore beaucoup plus diabolique que ce que nous avons connu avant. Non, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas bien. Mais c'est presque... Enfin, je ne sais pas si on peut leur en vouloir parce qu'il y a eu un tel lavage de cerveau au niveau de la construction des élites dans nos pays depuis tellement longtemps que effectivement ça porte ses fruits, hein, c'est certain. Et on a envie de dire que finalement les plus éveillés sont ceux qui ont été le moins lobotomisés par des études longues qui leur a enlevé tout sens critique et toute capacité à chercher les informations et à raisonner par eux-mêmes. C'est un peu triste comme constat, mais moi, je l'ai fait personnellement et je constate tous les jours qu'il est vrai, ce constat. Bah oui, ils se sont vraiment servis de la crise Covid, de faire croire que c'est un virus qui tuait tout le monde, pour instaurer, pour avancer leur plan. Oui. Ah oui, c'est ça, ça a été le tremplin, en fait, pour aller vers autre chose, effectivement. Et puis, bon, maintenant, on commence à savoir, hein, ça commence à savoir que ce virus est le fruit de l'élaboration de gains de fonction en laboratoire. Donc, c'est pas des amours frauduleux entre un pangolin et une chauve-souris, mais tout à fait autre chose dont il s'agit. Et donc, ça a été
en fait, c'est quelque chose qui a été délibérément créé et lancé à des fins politiques et géopolitiques. C'est là où il devient stérile de toujours se concentrer sur les débats en termes de technique médicale, même si ces débats-là doivent être faits et s'ils existent, ils ne doivent pas concentrer la totalité de l'intérêt public parce que, en réalité, ce sont des moyens d'action au profit d'un enjeu de type politique et géopolitique. Donc, il est important de garder ça en perspective. Parce que là, pour la suite, vous abordiez donc de pouvoir prendre en main démocratiquement que les citoyens agissent. Quelle piste d'action vous pouvez donner une fois que vous moi, avez fait le constat? Je ne peux donner que les pistes d'action que j'ai déjà données, que j'ai déjà partiellement élaborées, mais dans les grandes lignes. Encore une fois, c'est aux Français et aux citoyens de s'emparer des travaux que j'ai faits. Moi, je l'ai fait sans arrière-pensée, je l'ai fait gratuitement et pour que les gens puissent gagner un peu de temps, ne pas repartir de zéro et essayer de retrouver les solutions. Je leur fais gagner du temps, emparez-vous de ça. Et puis, adaptez-le à vos besoins. Je dirais, apprenez à nouveau à vous auto-administrer dans des conditions politiques normales dans lesquelles vous pouvez faire valoir des intérêts contre d'autres intérêts et que on en finisse avec cette politique de l'intérêt unique de la mafia globaliste qui est d'intérêt financier des multinationales et des banques. C'est ça, les enjeux, ils sont là. Et on ne peut pas être efficace si on n'est pas un minimum coordonné, organisé. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé de s'organiser en groupement d'intérêts. Parce que c'est un peu comme un faisceau laser. Vous êtes plus efficace sur un thème particulier que vous maîtrisez particulièrement que si vous êtes tout seul dans votre coin à défendre votre bout de gras contre le voisin qui n'aura pas exactement les mêmes idées parce qu'il aura pris d'autres critères en compte. Alors que quand vous êtes dans un groupement d'intérêts, le critère qui compte, c'est celui du développement du groupement d'intérêts, de l'intérêt dont il est question. Donc, vous êtes plus efficace et vous pouvez vous coaliser sur une direction. Vous pouvez vous coordonner avec une direction, ce qui permet d'avancer. Alors que si vous savez très bien, mettez 10 personnes dans une pièce et posez-leur une question, ils vont tous répondre différemment. Chacun aura une vue différente, aura des intérêts variés parce qu'ils ne prendront pas les mêmes critères en compte, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle je propose des groupements d'intérêts, c'est que c'est pertinent, c'est que c'est une organisation qui permet justement de se regrouper en commun autour d'une idée qui permet de gérer les frictions internes pour aller dans une direction et y aller vraiment, c'est-à-dire marcher, avancer et non pas reculer. Voilà. Moi, je propose, je ne suis pas une va-t-en-guerre, je ne suis pas quelqu'un qui veut faire des révolutions, je suis simplement quelqu'un qui est là pour vous dire, vous savez, un peu comme la chouette Athéna avec sa sagesse et ses connaissances, qui dit, écoutez, si vous allez dans cette direction, vous avez une porte de sortie, mais je ne peux pas faire plus. Et maintenant, c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire. Donc, à Valérie, avec ces groupes de pairs, là, comme vous disiez, par exemple, des groupes de médecins qui veulent s'autosaisir et puis mener des réflexions autour de comment ils peuvent améliorer leur quotidien et prendre le pouvoir d'agir, ils font remonter à qui tout ça après? Aujourd'hui, alors moi, dans la perspective que j'avais déployée, qui, encore une fois, je ne sais pas si elle reste valide dans les conditions d'urgence actuelles, mais il est certain qu'on ne pouvait pas faire l'économie de passer par le personnel politique en place. Mais vous étiez organisé en groupement, vous aviez plus de poids sur le personnel politique que si vous êtes tout seul à revendiquer une idée ou une autre. Donc, mon idée à moi, c'était effectivement de dire que si les Français arrivaient à s'organiser comme ça, en fait, ça rendrait obsolète, ça mettrait le système face à ses contradictions réelles. Le personnel politique deviendrait ouvertement, il apparaîtrait ouvertement pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire une imposture qui n'est pas au service des intérêts citoyens. Donc, c'était ma stratégie de développement. Il est clair qu'aujourd'hui, comment dirais-je, les choses s'accélèrent, les contraintes se resserrent.
avec ce discours du 12 juillet, Macron a ouvertement déclenché les hostilités et a mis beaucoup de catégories de citoyens, en attendant que ce soit tout le monde, dans l'obligation de se faire injecter cette thérapie, qui n'est pas une thérapie, du reste, cette injection expérimentale de type génétique. Et là, ça cristallise un peu comment dirais-je, les positions des uns et des autres, et tout est fait pour nous faire entrer dans un conflit de type violent. Macron a déployé cette stratégie-là. Alors maintenant, est-ce qu'on peut l'éviter? Si oui, comment? Je ne sais pas. Moi, j'appelle tous les grands stratèges de politique et de géopolitique à réfléchir à ces questions. Le pouvoir, de façon évidente, veut nous faire basculer dans la violence. Comment? Oui, comme guerre civile et autoritarisme militaire. Donc comment pouvons-nous l'éviter? Moi, je n'ai pas toutes les connaissances. J'appelle tous les stratèges à réfléchir à ça. Comment pouvons-nous l'éviter? Comment pouvons-nous contourner cet obstacle qui est un obstacle majeur, hein, et urgent? Je ne sais pas. En tout cas, il est clair que c'est la stratégie déployée par le gouvernement, enfin par ce qui sert de gouvernement, qui veulent faire basculer la société dans la violence pour rétablir un ordre autoritaire de type militaire, mais qui ne soit pas militaire au service des populations, mais au contraire au service de la haute finance et des multinationales. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter? Si oui, je ne sais pas, il faudrait élaborer, savoir lequel, et j'appelle vraiment tous les stratèges à réfléchir sur ce sujet. Moi, là, ça dépasse mes compétences personnelles, donc je reconnais mes limites et j'invite tous les Français et même à l'international à savoir comment il serait possible d'éviter ça et dans quelle mesure, etc. Voilà. J'ai pas la réponse. Je lance, vous savez, des bouteilles à la mer. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire ces lives, parce que de savoir comment faire, comme on le disait en début, on ne sait pas trop. Et du coup, pour vous, Valérie, donc là, si on essaye de faire agir pour faire changer les choses, en prenant tous conscience déjà d'une et après d'agir en tant que citoyen, si ça marche pas tout ça, quel conseil vous donnez aux gens? Est-ce qu'il faut commencer à Alors, les seuls conseils que je donne, parce que vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est de rester courageux et de rester finalement pas optimiste, mais de continuer à avoir une action dynamique vis-à-vis de son environnement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de s'enfermer dans un déni ou de s'enfermer dans le fait d'être neutralisé en se disant on n'a plus qu'à se suicider. Non, c'est pas vrai. On a toujours des petits moyens d'action et ces petits moyens d'action doivent être mis en œuvre. On est sur Terre parce qu'on mérite de l'être, et si on mérite de l'être, il faut le justifier. Chacun doit rester courageux. Maintenant, je ne donne aucun conseil parce que vous savez, je le répète, les conseillers ne sont pas les payeurs, chacun a ses propres contraintes de vie personnelle desquelles que je ne connais pas et que personne ne peut connaître pour tout le monde. Donc, le seul conseil que je donne, c'est rester courageux et dynamique. Voilà. Parce que j'entendais dans une émission, est-ce que les gens ils doivent préparer des stocks à manger, faire son jardin, être autosuffisant, faire des oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais vous savez, quand les grands troubles arrivent, si vous êtes le seul à avoir des stocks, tout le monde, vous allez avoir des hordes qui vont se déverser chez vous pour venir vous les prendre. Donc, je ne crois pas en l'efficacité d'actions individuelles. Je crois vraiment en l'efficacité du collectif, c'est-à-dire de réinventer une vie en commun avec une bonne entente entre les gens qui se protègent les uns les autres. Il n'y a pas d'autre solution. Des actions de type retranchement tout seul dans une cave ou dans un petit coin de paradis avec son potager et son autosuffisance, je n'y crois pas un instant. Quand les grands troubles arrivent, c'est pas ça qui peut faire la différence. Qui peut faire la différence, c'est bien sûr être capable de boire de l'eau qui ne soit pas contaminée et de pouvoir manger, mais il faut être nombreux autour d'un projet comme ça. Il faut pas être tout seul. Et puis d'autre part, maintenant, c'est un peu tard. Vous savez, quand on arrive en hiver, faire son potager, ça marche pas très bien parce qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse l'hiver. Donc, il y a tout un
on peut pas faire comme si la vie moderne n'existait pas. Il y a toutes les contraintes en termes d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement, où c'est pour ça chacun dans son domaine d'activité peut peut-être s'opposer à des ruptures d'approvisionnement. Ou vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est pas une action individuelle de type sauvegarde, c'est vraiment une sauvegarde collective, c'est-à-dire que chacun à son niveau, dans sa chaîne de commandement personnel, peut agir ou pas sur certaines choses, et c'est à chacun de prendre ses propres responsabilités à l'endroit où il se situe pour savoir s'il veut empêcher toutes les manœuvres de la partie adverse pour nous isoler, nous affamer, nous tuer, quoi. Enfin, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je suis désolée, Julien, je veux pas plomber le moral, mais très honnêtement, je pense qu'il faut voir la réalité en face. On ne pourra jamais s'en sortir si on ne voit pas les réalités telles qu'elles se présentent à nous. Ça ne veut pas dire qu'elles sont agréables, mais bon, la vie n'est pas toujours agréable non plus. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on sait ou pas les choses qu'elles existent ou pas. Elles peuvent exister sans qu'on les sache, ou elles peuvent ne pas exister et on peut les imaginer. Donc le mieux, c'est de voir quand même ce qui existe pour essayer de naviguer dans ces eaux troubles, mais chacun individuellement et tous ensemble collectivement. Et ça dépend de l'état de conscience de certains. Chacun, après, dans sa propre vie, a des choix à faire. Est-ce que ces choix seront en faveur du développement de la vie, du groupe, de ses voisins, ou est-ce que c'est des choix individualistes qui mèneront nulle part? Je suis désolée de ne pas pouvoir faire plus pour vous, Julien. Mais toutes les compétences doivent être mises en œuvre. Et une fois de plus, j'appelle les grands stratèges à réfléchir, à savoir comment, dans la situation dans laquelle nous ont mis des élites au pouvoir en place, comment pouvons-nous réagir au mieux, c'est-à-dire comment pouvons-nous éviter la guerre civile, l'état de siège. Voilà, c'est une question que je pose. C'est une bouteille que j'envoie à la mer. Ah, mais c'est très bien. Je pense qu'on sait où on va, et je pense que maintenant les gens qui ont suivi le live peuvent savoir vraiment sur quoi on tend, et pas faire l'autruche, et agir maintenant pour le futur de nos enfants. Je pense que c'est important. Bah oui, c'est tout à fait stratégique même. Oui, c'est pour ça que je ne pourrais pas rester les bras croisés. Moi, comme j'avais dit en off aussi, je crois pas que je vous l'ai dit, mais les gens du live, ceux qui me connaissent, ils le savent très bien, c'est que moi, j'ai de la famille qui se sont fait vacciner en France, j'ai de la famille qui se sont fait vacciner aussi en Corée du Sud, en ayant 2200 morts en 1 an et 7 mois, truc qui est incompréhensible. C'est juste que les médias, ça ont bien fait leur travail. Bien sûr. Et je leur dis vraiment vers quoi on se dirige, et c'est pour ça que je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation pour éclairer vraiment les Français puis les gens qui nous regardent sur le futur qui va arriver, et qu'il faut tous agir et pas baisser les bras comme vous disiez. Donc c'est bien d'avoir... Il faut prendre le problème à bras le corps et y réagir chacun à la mesure de ce qu'il peut faire. On ne peut pas tout pour tout le monde. On peut, mais si chacun à son petit niveau agit, mais ça sera énorme, ça sera une marée. Personne ne pourra s'opposer à ça. Personne. Mais simplement, il faut juste en prendre conscience, que chacun a du pouvoir et a le pouvoir de s'opposer à son niveau. Même si les gens pensent que leur niveau est tout petit, bah, parfois c'est les niveaux tout petits qui font la différence. Et dans une guerre, c'est ça, il est très fréquent dans l'histoire d'avoir vu des guerres gagnées pour des raisons incroyables, minimes, et qui ont fait basculer l'ensemble du bon côté. Donc, j'appelle vraiment au réveil collectif. Chacun doit réagir avec sa conscience face aux problématiques qu'il rencontre au quotidien. Et il n'y a pas une personne qui va arriver sauveur de tous. Non, c'est tous sauveurs de tout le monde, avec une bonne conscience des réalités et une bonne réaction avec sa propre conscience personnelle. Donc, il y a la connaissance de la réalité et il y a la conscience personnelle. C'est les deux choses qui pourraient nous sauver, et en mettant en œuvre toutes les compétences qui puissent être trouvées. Je le répète, moi je suis un peu une éclaireuse. Je vous montre le sujet, et ensuite chacun doit agir pour modifier l'avenir qui nous est promis. Tout à fait.
Là, je vois, il y en a un qui met un tireur d'élite ferait la fin à ce problème. Non, pas du tout. Si vous enlevez Macron, il y aura quelqu'un d'autre en place qui sert. Bah, bien sûr, Macron est interchangeable. Macron, c'est qu'un élément un tout petit élément du puzzle qui est en place. C'est un piège qui nous est tendu. C'est pas, les gens sont, une fois de plus, interchangeables. Donc, ce qu'il faut, c'est faire basculer le système et non pas se focaliser sur une ou deux personnes qui, immédiatement, une fois qu'elles seront parties, seront remplacées par d'autres. Le sujet est vraiment un sujet de type systémique, systématique. Donc, il y a une méthodologie à mettre en œuvre qui ne soit pas une méthodologie individuelle et ni axée sur des individus. C'est vraiment un ordre qu'il faut, un paradigme qu'il faut arriver à modifier, à changer, et cela avec le moins de dommages possible. Enfin, moins il y aura de dommages, plus on sera fort pour affronter un nouvel avenir. Si on disparaît tous, il n'y aura pas d'avenir qui va l'organiser, l'avenir qui va le... Il n'y aura personne pour en parler, ça ne sera plus notre sujet. Donc, l'objectif, c'est pas d'arriver à des boucheries, à des tueries et à des révolutions. C'est absolument pas ça le sujet. C'est justement le sujet, c'est d'éviter ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment comment trouver des solutions sans violence, quoi, et en changeant le système, quoi. Très bien, bah, Valérie, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais vraiment que les gens vous découvrent, parce que ceux qui me suivent, ils ne vous connaissent pas forcément, et je pense que vous avez pu éclairer vraiment les citoyens français. J'espère qu'il y en a d'autres qui pourront découvrir votre point de vue. Je voulais vous laisser une dernière chose à dire, le mot de la fin. Mais juste avant le mot de la fin, je voulais juste vous citer que les gens, ils peuvent voir vos travaux et vos réseaux sociaux. Donc, je l'ai mis en lien sur la description du live. Vous pourrez retrouver tous les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Odyssée, le site internet. Là, j'ai mis https://valeriebugo.fr. Donc, tous ces œuvres. Et puis, vous avez aussi écrit des livres sur du nouvel esprit des lois et de la monnaie, la nouvelle entreprise, les raisons cachées du désordre mondial, demain dès l'aube, le renouveau. Voilà. Absolument. Je vous remercie de les citer, de les mentionner. Oui, j'ai écrit tout ça. Je trouve que c'est important de valoriser votre travail, tout ce que vous apportez, vos connaissances, vos recherches. Donc, c'est bien que les gens puissent voir vos livres, vos chefs-d'œuvre. Donc, merci à vous en tout cas, Valérie. Et puis, bah, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien, de m'avoir invité. J'espère que je n'ai pas été contre-productive. C'est-à-dire que je n'étais pas là pour démoraliser les gens. J'étais là pour leur ouvrir les yeux et pour leur donner du courage. Donc, le mot de la fin, c'est courage, haut les cœurs, vaillance. Et sachez que chaque individu a du pouvoir sur sa vie. Et ne jamais l'oublier, en fait. Voilà. Bon. Et ben, merci beaucoup, Valérie, en tout cas. Merci à vous, Julien. Et bonne continuation. Bonne continuation et bon courage à tous. C'est ça, bon courage à tous. Merci.